Et merci à vous d'être avec nous sur TV5 Monde. Nous sommes toujours avec Benoît Hamon. Benoît Hamon, merci d'être avec nous. On va aborder maintenant un plan plus politique, plus français avec vous. Et on va d'abord s'intéresser à votre parcours. Sophie Goldstein a dressé votre portrait. On regarde. Parce que ça reste toujours un projet que de parler. Votre engagement politique remonte aux années 90, Benoît Hamon. Mais c'est en 2008 que vous accédez à une visibilité nationale. Moi, j'essaie d'être le porte-parole de ce que je ressens être aujourd'hui, comme les besoins des classes populaires et des classes moyennes. Porte-parole du Parti socialiste donc, vous êtes ancré à gauche, de la gauche. Parce que c'est la crise, pourquoi on taxe pas les banques hein? Exit Sarkozy, François Hollande élu président en 2012, a promis le changement maintenant. La jeune garde, plus si jeune, monte en grade. Vous êtes ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire. Ouais, ça va. Critique à mi-mandat. On explique que si on faisait un peu de régression sociale, on ferait plus de progrès économique. Et c'est cette idée-là, moi, qui me choque, qui me heurte. Changement de gouvernement. Manuel Valls vous confie le portefeuille de l'éducation. C'est peu dire que l'exécutif est tiraillé entre des vents idéologiques contraires. Hollande est impopulaire, les ambitions s'aiguisent. Vous vous lancez dans la course de la primaire dès l'été 2016. Est-ce que selon vous, Manuel Valls peut faire gagner la gauche en 2017, au-delà de vos désaccords? Non. Non, je pense qu'il ne peut pas rassembler la gauche. Il a de la déchéance de nationalité à la loi travail, en passant par une conception de la question identitaire qui primait sur la question sociale. Il a organisé une telle transhumance politique de la gauche vers la droite qu'il ne pourra pas rassembler la gauche. Donc il ne pourra pas la faire gagner. Benoît Hamon! C'est vous qui l'emportez face à Valls. Reste à rassembler une gauche qui s'est étripée à en oublier ses adversaires de droite et d'extrême droite. Le revenu universel, il a 3 objectifs. Mais votre proposition de revenu universel divise. Dans des périodes. L'homme porté par la soif de renouveau des Français en 2017, c'est Emmanuel Macron. Il s'impose face à Marine Le Pen. Le PS que vous représentez fait un score historiquement bas, 6,3%. D'appareil, j'ai échoué à déjouer. S'il vous plaît. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs mois et peut-être plusieurs années. Le Parti socialiste n'est en effet plus que l'ombre du grand parti qu'il fut, chaos par fragmentation. Vous en assumez la pleine responsabilité. Mais comment renaître et regagner en crédibilité ? Vous avez pris le large. La présidentielle 2022, ce sera sans vous. Ils sont déjà plusieurs, les candidats à gauche. Vous avez rejoint l'ONG Singa, investie dans l'inclusion des réfugiés et des migrants. Des personnes dont on ne voit pas le potentiel en France, regrettez-vous. Un combat qui vous permet de vous mettre en réserve et de revenir peut-être plus tard en politique. Et bien sûr, Benoît Hamon, on se pose la question, est-ce que dans l'idée, là vous êtes parti, vous l'avez annoncé, mais est-ce que quand on a fait de la politique depuis vos 19 ans, je crois, on se pose quand même la question de je vais revenir ou c'est pas possible quand on part? On a vu Arnaud Montebourg qui est revenu là. En fait, j'ai pas l'impression non plus d'un gros sang dans le vide. Dans l'action que mène Singa, et qu'elle ne mène pas seule, par ailleurs, c'est une ONG qui était présente sur la question de l'inclusion des réfugiés, mais qui travaille avec des partenaires. J'ai envie d'en citer un, parce que The Human Safety Net, c'est une fondation qui est liée à Generali, qui est notre grand partenaire financier, mais c'est privé. Et ils nous aident à faire concrètement des projets concrets. Bon, quand ils font ce qu'ils font, j'ai pas l'impression d'être très éloigné des valeurs et des combats. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est une continuation de la politique, mais autrement? Oui, pour moi oui, même si ça n'est plus de la politique partisane, c'est que même si vous m'avez demandé de commenter des événements politiques, je le ferai, mais je ne m'engagerai pas aux côtés d'un candidat ou d'une candidate aux primaires, je ne m'engagerai pas spécialement dans l'élection présidentielle, sinon pour dire que je voterai pour la famille écologiste de gauche, et que c'est ma famille et que je lui resterai. Mais pourquoi? Il y a eu un dégoût à un moment, il y a un rejet en tout cas? Non, mais c'est que je pense... Alors, il y a deux choses. C'est d'abord que je me sens plus utile dans l'action qui est celle que mène Singa aujourd'hui, que dans le fait de prolonger comme ça, d'étirer ma vie politique classique quelques années de plus. Première chose. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est que, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai aussi une démarche un peu apprenante. Ces nouveaux pouvoirs que sont ceux de la société civile organisée se sont quelque part installés là où le pouvoir politique, le pouvoir traditionnel... a défailli peut-être.
a failli et a accepté presque de s'auto-mutiler en refusant d'agir là où il était légitime à le faire. Et ça m'intéresse de voir comment ces nouveaux pouvoirs ont réussi dans le passé à faire bouger les lignes. Vous pensez à MeToo, par exemple, ce genre de mouvement qui parle le plus, mais Black Lives Matter a fait aussi bouger les lignes. En tout cas, il pose des sujets dans le débat public qui nous obligent à réagir et mettent en mouvement la société, d'ailleurs, autour de discussions qui peuvent nous opposer le dimanche en famille, mais il y a indiscutablement une capacité à agir, des nouveaux pouvoirs dont Singa fait partie, cette ONG, voilà, que j'avais envie de rencontrer. Et là, j'ai la chance de pouvoir diriger Singa au plan international. Et c'est pour moi une grande joie que de développer une organisation comme celle-là. Alors, vous avez dit que vous alliez continuer à commenter quand même ce qui se passe au niveau politique. Aujourd'hui, la gauche, dans les sondages, c'est autour de 30% pour la présidentielle, tous les candidats réunis. Est-ce que vous, je vous voyais regarder les images tout à l'heure, avec vos 6,36%, je crois, à la présidentielle, est-ce que vous vous sentez en partie responsable de l'échec de la gauche aujourd'hui ou pas ? Vous avez assumé, oui, bien sûr. Oui, mais moi j'ai toujours assumé que, évidemment, puisque c'est sur mon nom que c'est caractériser l'échec. J'assumais entièrement, et je le dis le soir même de l'élection, l'échec. Après, mais j'ai vu qu'aussi il était bien pratique que j'ai assumé, comme ça permettait à d'autres de dire que c'était pas eux qui étaient responsables de tout ça. Moi, je pense que c'est d'abord croire que c'est pas cette sur une personne, présidentielle est un accident de parcours et que tout va revenir comme avant. Évidemment non. Vous savez, c'est comme, j'utilise cette image parce qu'elle me semble la meilleure, quand vous voyez un gros morceau de banquise qui s'effondre subitement, c'est parce qu'il y a d'abord eu un processus d'érosion, de fonte de la glace, lent, patient, invisible peut-être à l'œil nu, mais qui était à l'œuvre. Et le déclin de la social-démocratie, c'est d'abord le déclin de son utilité sociale. À quoi sert-elle et qui sert-elle ? Et je pense que, voilà, ma candidature, en dépit des idées que j'ai essayé de mettre dans le débat pour justement régénérer cette famille politique, alors, d'autres pourront ne pas être d'accord avec moi, mais je pense que quiconque eût été candidat, étant l'étiquette PS, le placer assurément sous les 10%. Pourquoi les gauches aujourd'hui, elles ne parviennent pas à s'entendre? Encore une fois, vous aviez en face de vous un Jean-Luc Mélenchon la dernière fois. Là, on parle d'Anne Hidalgo, elle a présenté sa candidature. On aura un candidat des Verts qui ira sans doute jusqu'au bout. Jean-Luc Mélenchon encore une fois. S'ils s'unissaient, peut-être qu'ils parviendraient au deuxième tour, non? Écoutez, moi, c'était mon vœu. Quand on voit les enquêtes d'opinion qui placent la qualification au second tour de 18-19%, on a envie de leur dire, n'y a-t-il pas là une opportunité à saisir? J'ajoute, et je le dis, ce sera le seul commentaire politique que je ferai, mais sur un sujet qui transcende les clivages. On ne peut pas parler d'urgence climatique, dire que on est tout près du moment où les transformations seront irréversibles et que nos enfants, quoi qu'ils veuillent, ne pourront rien changer au monde dont ils hériteront. On ne peut pas écrire ça dans nos programmes et ne pas avoir une stratégie pour être au second tour. Or, partir séparément, c'est avoir une stratégie qui nous assure de perdre. Là, c'est clair que c'est un échec qui s'annonce pour la gauche. Donc je pense que, et je le dis, les candidats devront rayer ce passage-là de leur programme parce qu'ils n'auront aucune crédibilité sur ce sujet-là. Donc moi, je les conjure de regarder si honnêtement, il n'y a pas la place pour construire une offre commune. Elle serait sûre d'aller au second tour. C'est pas certain qu'on gagnerait. Et hors des partis politiques aujourd'hui, vous ne pouvez pas servir de médiateur, je ne sais pas. Mais moi, j'ai essayé de le faire pendant quelques longs mois auparavant. Qu'est-ce qui bloque alors? Les égos? Non, c'est pas qu'une affaire d'ego. Il y a des différences de programmatique. Oui, de programme, on le voit. Et moi, je respecte d'ailleurs chacun. Jean-Luc Mélenchon, les candidats écologistes, donc Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau, Anne Hidalgo, Fabien Roussel. Bon, il y en a quelques autres. Je respecte tout ça, mais je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je le dis cette fois-ci, franchement, regarde ce qui vient. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et justement, on va écouter votre ancien colocataire, justement, le premier secrétaire du parti. On était 5, jusqu'à 5 dans cet appartement, mais je crois que le seul qui parle à la caméra, c'est Olivier Faure. Oui, et c'est resté là. Donc on va écouter Olivier Faure. Il a une analyse, justement, qui, à mon avis, est aussi... Qui étaient les trois autres? Oui, on vous posera la question après, peut-être. Allez, on écoute. L'enjeu est bien là, et tout le monde le sait.
pour gagner et transformer ce pays. La gauche et l'écologie doivent se rassembler et construire dans la société une mobilisation, une espérance sociale, une dynamique collective et citoyenne, sans lesquelles aucune victoire n'est possible, aucune réussite au pouvoir n'est possible, aucun changement d'envergure n'est possible. La responsabilité nous revient de proposer une candidature pour gagner cette élection présidentielle. Mais il n'y a à gauche aucune force hégémonique. Nous proposons une coalition dans le respect de chacun. Ça va clairement dans ce que vous dites, non? Oui, mais tout le monde dit ça. C'est qu'Olivier dit... Mais c'est pas audible, en fait. Olivier, il dit, OK, rassemblons-nous, nous proposons une coalition autour de Anne Hidalgo. Ouais, voilà. Yannick, demain, ou Sandrine, je ne sais pas, nous proposons évidemment un rassemblement autour de notre candidature. Jean-Luc dit, je veux faire l'Union populaire autour de moi. Et donc, en fait, rien n'a véritablement changé. Puis en l'occurrence, il faut que je le dis à mes anciens copains socialistes, je veux dire au régional, là où ils étaient sortants, ils n'ont pas fait beaucoup de place à ceux qui n'étaient pas socialistes. Donc il faut aussi, voilà, c'est pas tout de dire on n'est plus hégémonique, il faut que ça sorte aussi des têtes, ce sentiment-là. Oui, et peut-être aussi aller et proposer d'autres thèmes qui seront peut-être autres que ceux qui sont peut-être imposés par un Éric Zemmour, par exemple. Oui, moi je vais vous faire un truc simple, on ne va pas en parler comme ça, parce qu'il sert à rien, et il servira jamais à rien ce pays, sinon à fâcher les gens. Donc évitons d'en parler. Merci Benoît.